Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode du hors-série GDA pour galère d'accompagnant. Donc, un épisode pour les professionnels de l'accompagnement qui répond à des problèmes pratico-pratiques concrets qu'on peut retrouver dans sa pratique. On est dans la, je sais plus combienième fournée de ces épisodes, les épisodes 26 à 30, donc ça doit être la 5e fournée si je dis pas de bêtises. Et nous sommes dans le dernier épisode de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de créer son processus d'accompagnement. Donc, tu as tous les épisodes qui ont été sortis cette semaine, les 4 précédents, et dans la description, tu as les 25, 20, 25, je ne sais plus où on en était, premiers épisodes GDA. Ok. Aujourd'hui, on attaque le vaste sujet de créer son processus d'accompagnement. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que créer un processus entre guillemets personnalisé pour soi-même d'accompagnement, c'est structurer du coup une méthode qui va permettre d'englober les valeurs qu'il y a dans ta pratique, ton accompagnement, etc. Ta posture. Je ne le dirai jamais assez. Est-ce que c'est pas le mot-clé que j'ai le plus dit chez Bien dans ta boîte depuis 6 ans, franchement? Est-ce que c'est pas le mot que j'ai le plus dit, franchement? Donc, les valeurs, ta posture et bien entendu les besoins de ton bénéficiaire en fonction de tes outils, en fonction de tes spécialités, en fonction de l'objectif de l'accompagnement, etc., etc. En tout cas, un bon accompagnant ou une bonne accompagnante n'applique pas un protocole, on est là pour orchestrer une transformation. Et donc, ce process d'accompagnement qui est le tien, il doit quand même partir d'un point A pour arriver à un point B, qui est donc ce processus-là, au service, bien entendu, du bénéficiaire et de l'objectif que vous visez ensemble. Donc, ça sous-entend, deuxième mot-clé que j'ai plus dit, je suis bien dans ta boîte en 6 ans, le cadre. Ça sous-entend qu'on a défini un cadre qui est suffisamment, comment dirais-je, j'allais dire rigide, c'est pas le bon mot, parce que rigide c'est mal connoté, solide, mais aussi malléable, d'accord? Parce que on a un cadre qui est suffisamment solide sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel le bénéficiaire peut s'appuyer, et qui a des zones de souplesse, il y a des zones de malléabilité, et qui permettent d'avoir des zones aussi, du coup, d'évolution. Premier conseil, donc, si tu veux créer ton processus d'accompagnement, c'est de commencer par ce qui est déjà là. Donc, pour celles et ceux parmi vous qui pratiquent déjà, mais qui veulent préciser, revoir, refondre leur processus d'accompagnement, commencez par ce qui existe déjà. C'est-à-dire que vous avez déjà un processus d'accompagnement qui est sûrement pas parfait, puisque vous voulez le retravailler, qui vous convient pas à 100%, sinon vous voudriez pas le retravailler, mais vous avez déjà quelque chose. Donc je vous invite à observer les séances que vous faites déjà et d'essayer de regarder ce que vous faites déjà naturellement. Dans quel ordre vous avez tendance à faire les choses de manière entre guillemets intuitive. Je dis intuitive parce qu'en fait c'est aussi fait par l'expérience. C'est qu'il y a sûrement des choses, si vous pratiquez déjà, que vous avez déjà modifiées au fur et à mesure des semaines, des mois, voire des années de pratique, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites naturellement? Dans quel ordre? C'est quoi les moments clés aussi de vos séances? Tout ça, notez-le, regardez les patterns récurrents, chroniques, voilà, parce que votre accompagnement, vos séances, en fait, elles suivent une certaine logique qui est peut-être implicite et qui n'est pas encore explicitée, et c'est peut-être pour ça que vous écoutez cet épisode, pour expliciter, créer votre processus d'accompagnement. Vous pouvez concrètement, après chaque séance que vous faites, vous prenez 5 minutes et vous notez un peu le chemin, le cheminement, d'accord, que vous avez emprunté et surtout que vous avez fait emprunter à votre bénéficiaire. Et là où votre bénéficiaire vous a réorienté dans votre chemin. En mode, vous avez proposé un exercice au bout de 20 minutes et puis le bénéficiaire il a dit oui, alors juste par contre, j'ai pas eu le temps de vous dire que en interséance il s'est aussi passé ça. Tac, indice. Les outils au bout de 20 minutes, peut-être c'est trop tôt. Et donc là, c'est votre bénéficiaire qui vous a réaxé sur le cheminement que vous lui proposez en me disant j'ai pas fini de parler de mon interséance. Ok. Donc notez et au bout d'une dizaine de séances, d'une dizaine de prises de notes, vous allez quand même commencer à voir un fil rouge se dessiner, une espèce de trame se dessiner. Donc pour celles et ceux qui pratiquent déjà, commencez par ce qui est déjà là. On va y aller avec une méthode un peu psychologie positive, un peu ACT, c'est-à-dire on va pas réinventer la roue, on s'appuie sur les déjà là et tout ce qui fonctionne bien, on le garde, on le pérennise, pourquoi pas même on l'intensifie.
Deuxième conseil pour créer vos processus d'accompagnement, c'est de ne pas vous contenter des outils. Alors promis, je vais pas insister des plombs sur la posture parce que comme j'ai fait la blague au début, ça fait des années que je vous rabâche les oreilles avec ça. Là, c'était le point de vous contentez pas des outils, oui, parce que la posture machin, mais aussi au sens de votre accompagnement, vos séances doivent structurer une progression et pas uniquement structurer des assemblages d'outils mis les uns après les autres, et qui du coup n'ont pas vraiment de fil rouge, d'accord? Vous pouvez avoir plein d'outils, plein de techniques, mais s'il n'y a pas vraiment de fil conducteur, on n'a pas vraiment la structuration d'une progression, la structuration d'une transformation. Donc, il faut vous poser la question d'un peu de la colonne vertébrale de votre accompagnement et de vos séances. C'est-à-dire, quel est le chemin que vous proposez aux bénéficiaires d'emprunter et les grandes étapes incontournables de l'accompagnement et dans les séances. Ok. Donc, si vous vous limitez évidemment aux outils, vous allez passer à côté de la question de la progression. Quand je dis progression, c'est pas au sens performance, hein, c'est progression au sens avancé. Et ça va pas vraiment permettre aux bénéficiaires d'élaborer sa pensée ou de cheminer si vous n'êtes pas des accompagnants, des accompagnantes qui travaillent principalement avec le langage. Si par exemple vous êtes naturopathe, vous travaillez bien entendu avec le langage, mais je veux dire votre objectif principal, c'est pas tant de faire cheminer la pensée que d'avoir plutôt un cheminement de santé avec un S majuscule, quoi. Troisième conseil de cet épisode, tester, bien entendu, ajuster aussi en fonction du bénéficiaire, comme l'exemple que je donnais juste avant, hein, d'avoir dit en fait de 0 à 20 minutes je vais faire le débrief interséance, à 20 minutes on va attaquer la phase opérationnelle. Parenthèse, si c'est pas français, phase opérationnelle, phase sociale, phase de conclusion, tu vas dans la description et il y a un épisode GDA, lequel c'était, je ne sais plus, mais tu vas le retrouver, sur le comment structurer sa séance, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, votre processus il est pas figé. Donc, si tu te rends compte que les 5 bénéficiaires, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10 bénéficiaires, quand tu arrives à 20 minutes, c'est trop tôt pour attaquer la phase opérationnelle, c'est que clairement, à un moment donné, tu attaques ta phase opérationnelle trop tôt, parce que ça arrive une fois, c'est une chose. Par contre, si 10 bénéficiaires, ils sont en mode genre, alors juste, j'ai pas tout à fait fini ce que je voulais dire, bon, c'est que vraiment définitivement, il faut ajuster ton processus, hein. Donc il faut expérimenter bien entendu ces différentes options, observer ce qui fonctionne vraiment pour tes bénéficiaires en fonction de leur objectif, en fonction de la cible, en fonction de tes outils, en fonction de ta spécialité, selon les sujets qu'on adresse. Évidemment, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Et on ajuste le cadre là où il est malléable et flexible, il est souple, et on le tient là où il n'y a pas de souplesse attendue. Okay. Évidemment, on ne cherche pas à créer la méthode parfaite. Un processus d'accompagnement, il évolue. Il va évoluer au fil des mois, au fil des années. Et évidemment que l'accompagnement qu'on fait année 2025, c'est pas le même que celui qu'on faisait il y a quelques années. Alors moi, clairement, même j'ai envie de dire, entre mon process 2019 et mon process 2025, donc 2019 quand j'ai créé bien dans ta boîte, et le process 2025, c'est très différent. Vraiment très très différent. Quatrième et avant-dernier conseil de cet épisode. Clarifiez bien le début et la fin de l'accompagnement, hein. On en a déjà parlé notamment hier avec la question de tenir le timing des séances, mais dans le cadre, c'est très important. Les 3 phases sont importantes, c'est-à-dire la phase sociale, la phase opérationnelle et la phase de conclusion. Mais la phase opérationnelle, j'insiste moins parce que généralement c'est celle que vous connaissez. C'est celle où vous sortez vos outils, vous sortez vos exercices, vous sortez vos protocoles, etc., etc. Pour celles et ceux qui travaillent avec des outils, des protocoles et compagnie. Par contre, des fois, là où vous êtes plutôt enquiquiné, c'est dans les ouvertures et les fermetures de séances, parce que c'est des moments plus critiques de l'accompagnement, et c'est là où le cadre il doit être bien solide. Et donc évidemment, si votre cadre n'est pas solide, c'est surtout à ces endroits-là que ça risque de coincer d'un point de vue de la structure, d'un point de vue de la posture, ça peut être dans la phase opérationnelle parce que si vous n'êtes pas formé sur les questions de posture, vous risquez d'être mis en difficulté parce que vous manquez de techniques de relance, de techniques d'entretien, de savoir déceler, de savoir relancer, de savoir réorienter, de savoir réceptionner. Par contre, d'un point de vue vraiment du cadre, vous risquez d'être enquiquiné, surtout en début et en fin de séance, et souvent les endroits qui sont négligés, d'accord. Votre bénéficiaire au démarrage de la séance, il faut quand même qu'il ait à peu près en tête où est-ce qu'il va, comment, pourquoi. Alors après, vous avez, selon votre cadre, selon votre manière de pratiquer, selon vos spécialités, selon vos référentiels, selon les objectifs, selon plein de choses,
Il y a évidemment, je peux pas dans un épisode faire tous les cas de figure possibles et inimaginables. Par contre, on les fait dans la formation apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Mais ici, ça va être trop long. Il y en a qui vont tout expliciter. Hein. Souvent, les coachings purs et durs, on explicite l'agenda de la séance, les objectifs, le cadre, les attentes réciproques, etc. Euh, pour plein de pros de l'accompagnement, des fois ça, c'est un peu plus, comment dirais-je, un peu plus subtil. Des fois, c'est moins précis, c'est moins explicité. Mais il y a quand même des choses que je vous invite à expliciter. Le timing des séances, hein, on en a parlé hier. Puis selon le bénéficiaire, peut-être que vous savez qu'il y a intérêt d'en rappeler au cadre ou non. Ça me paraît quand même important qu'il y ait quand même un semblant de fil rouge de où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors sauf si, par exemple, comme moi, vous avez au préalable fait le programme. C'est-à-dire que là, effectivement, vous aurez juste besoin d'en faire un rappel au programme parce que le programme, il a déjà été défini. Par contre, si vous n'avez pas un programme soit prédéfini, soit comme moi, sur mesure, mais qui du coup a été donné a priori de l'accompagnement, parfois ça vaut le coup qu'on se redise quelque chose. C'est quoi la priorité du jour, avec quoi vous voulez repartir aujourd'hui, etc. Et puis sur la fin, alors je vais un peu moins insister sur la fin parce que on en a pas mal parlé hier sur tenir le timing des séances, mais évidemment que la clôture de la séance qui est bâclée, ça va faire monter un sentiment d'inachevé ou les angoisses de séparation, etc. Tout ce qu'on a vu hier, je répète pas. Donc avoir une phase de conclusion, c'est important. Et il faut qu'elle soit bien structurée, et ça j'en ai parlé dans l'épisode sur comment structurer sa séance, donc je te renvoie dans la description à cet ancien épisode GDA. Voilà, que dans cette phase de conclusion, on puisse faire un point sur les avancées concrètes du bénéficiaire, sur les nouveaux leviers d'autonomie, sur les forces à mobiliser en interséance, sur les recommandations pour l'interséance, éventuellement les exercices qu'on va faire en interséance, pardon. Le processus qui ne sait pas s'ouvrir et qui ne sait pas se fermer, bon, tu vois bien que ça transpire pas le cadre super solide, hein. Cinquième et dernier conseil de cet épisode et donc de notre semaine de GDA, puisqu'on est dans le dernier épisode, c'est de modéliser du coup cette approche, c'est-à-dire que une méthode qui est claire, c'est évidemment un atout pour le bénéficiaire et pour l'accompagnement, mais c'est aussi pour toi un levier de crédibilité. Okay, parce que ça permet de voir que le cadre il est carré, on comprend. Si l'accompagnement il est structuré, il est compréhensible, tu auras beaucoup plus de facilité à l'expliquer. Parenthèse, tu auras aussi beaucoup plus de facilité à le vendre. Hein. Mais bon, là, on est sur la question marketing, mais c'est évidemment important aussi. Hein. Si demain, tu veux transmettre ton entreprise, ton savoir, etc., le fait de l'avoir processé, ça va évidemment te faire gagner du temps. C'est un peu comme un pitch, quoi, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir... Alors, c'est évidemment le cas pour celles et ceux parmi vous qui font le choix d'avoir un programme prédéfini. C'est-à-dire que tous les bénéficiaires font ça en séance 1, tous les bénéficiaires font ça en séance 2, etc. Mais même si ce n'est pas votre cas, moi par exemple ce n'est pas mon cas, c'est-à-dire que mes accompagnements ils sont sur mesure. Donc il n'y a pas la même séance 1 pour tout le monde, la même séance 2, etc. Même si des fois il y a des structures qui sont proches. Mais par contre, il y a une structure là-dedans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un objectif, c'est la fermeture du territoire psychique. Et donc pour ça, on appelle découverte. Je sais très bien leur expliquer que ils vont passer par les constructions du monde, par les besoins qui ont été lésés l'enfant, par les identifications des dynamiques relationnelles, par les mécanismes d'endettement, par les mécanismes de culpabilisation. Je la connais, ma trame. Parce que je sais que pour atteindre l'objectif en question, j'ai besoin de les faire passer par ça. Okay, donc même si vous n'avez pas un truc hyper structuré avec la même méthode pour tout le monde, ça n'empêche pas d'avoir quelque chose qui est structuré malgré tout. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose par exemple quand vous contactez en tant que bénéficiaire les confrères et consorts psychologues. Oui, c'est la plupart du temps les psychologues ils ont pas un programme où pour tout le monde en séance 1 ils font ça, en séance 2 ils font ça, en séance 3 ils font ça. Par contre, vous avez plein de psychologues qui justement par leur référentiel, ils ont quand même une structure parce qu'ils savent quand même au vu de leur référentiel, de leur objectif et de ce que vous leur amenez par quoi il faut passer entre guillemets, ils ont quand même de la structuration. D'accord? Donc plus votre méthode elle est modélisée, plus ça sera facile pour vous de l'expliquer. Et donc effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, bénéfice secondaire, ça sera du coup aussi d'autant plus facile à vendre. Parce que il y a quand même rien de plus angoissant quand tu as un problème, tu contactes un pro de l'accompagnement par téléphone, tu lui demandes concrètement c'est quoi votre accompagnement, ça va se passer comment, on va faire quoi, on va voir quoi, d'avoir un pro de l'accompagnement qui est en mode
Alors en fait, on va faire un peu de ça. Alors c'est vrai qu'il est aussi possible quand même qu'on fasse ça. Enfin, si vous avez besoin, parce que si votre besoin il est autre chose, c'est vrai qu'on peut aussi faire ça. Mais enfin bon, bref, en tout cas, la trame principale, c'est que donc j'ai dit ça, et enfin, tu vois bien que c'est pas très rassurant. Tu vois bien que le cadre il est pas solide. Tu vois bien que si tu es un bénéficiaire qui est vraiment avec un problème qui est une grosse épine dans le pied et qui l'insécurise, je suis pas sûre que ce discours-là le rassure beaucoup. Parce qu'il va se dire, alors déjà moi en ce moment dans ma vie, je suis déjà un peu chancelant, le pro de l'accompagnement que j'ai en face de moi, il est aussi très chancelant, on va se mettre à chanceler tous les deux en fait. À un moment donné, il faudrait qu'il y en ait un des deux qui soit un petit peu stable. Et ce n'est pas au bénéficiaire de l'être bien entendu, puisque lui s'il vient vous voir, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui est en instabilité. D'accord, dans sa tête, dans sa vie, dans son corps, ou tout ça en même temps. Donc, si, évidemment, comme on l'a déjà dit, vous devez être à la base sécure, ou du moins temporaire, le temps que eux, ils solidifient la leur, qu'ils la réparent ou qu'ils la créent, pour celles et ceux qui n'en ont pas eu enfant. Bon, vous êtes la base sécure, temporaire. La base sécure. Les deux mots sont importants. Vous êtes une base, ça veut dire solidité, ancrage, stabilité. Et sécurisée et sécurisante. Bon, si déjà dès le début, il vous appelle, alors sur votre site déjà c'est pas clair, hein. Déjà vous en avez perdu 90%. Si il vous fait grâce quand même de vous appeler, appel découverte ou que sais-je, et que votre appel découverte, vous n'êtes pas capable d'expliquer un process clair, net, précis, franchement, c'est pas sécurisant. Et alors j'ai envie de dire, j'ai presque envie de vous dire avec provocation, que s'il vient pas dans votre accompagnement, il vous a quand même fait un cadeau. Parce que s'il vient, vous allez vous retrouver avec un bénéficiaire qui a peut-être pas compris et qui risque du coup d'être déçu de l'accompagnement parce que peut-être qu'il a pas compris l'objectif, peut-être qu'il a pas compris parce que vous avez mal expliqué, hein, et qu'il a pas compris l'objectif de l'accompagnement, que vous êtes pas raccord sur les objectifs, sur les méthodes, sur les règles, parce qu'évidemment comme il n'y a pas de cadre, bah du coup il y a pas de règles. Alors peut-être vous allez pas être d'accord, vous voyez. Bon, et ça, c'est encore le meilleur scénario, c'est qu'il soit déçu de votre accompagnement. Parce que le pire scénario, c'est qu'il puisse être très très insécurisé, et que du coup, vous allez être insécurisé aussi, et que s'il y en a deux insécurisés, bah croyez-moi bien d'expérience, pas pour vous faire peur, mais c'est qu'au bout d'un moment, faut se dire les choses aussi. C'est que quand c'est pas des problématiques hyper emmerdantes, bon, c'est contrariant. Mais si vous avez quelqu'un qui a vécu un trauma, par exemple, vous voyez, donc le territoire psychique est très effracté, donc très vulnérable, très intrusable, qui du coup probablement doit être très anxieux ou anxieuse que ce territoire soit intrusé, et que vous n'êtes pas solide pour ça, ça va mal se terminer cette histoire-là, d'accord? Donc c'est important, c'est pas histoire de se faire peur ou de dramatiser les choses, mais c'est histoire de dire au bout d'un moment, dans le professionnel de l'accompagnement, il y a quand même professionnel, n'est-ce pas? Et donc c'est à vous de définir le cadre, c'est à vous de le tenir, et donc nécessairement, votre process d'accompagnement, il fait aussi partie de votre cadre. Et quand vous ne pouvez pas vous en dire à vous quelque chose de clair, vous ne pourrez pas, de fait, bien entendu, en dire quelque chose de clair aux bénéficiaires. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour cet épisode. Et puis, pour toute la semaine. Du coup, conclusion de tout ça. Si on a besoin d'apprendre à faire tout ça, si on a besoin de faire passer ces accompagnements à un autre niveau, d'être un meilleur ou une meilleure professionnelle de l'accompagnement, plus sereine, plus confiante, plus légitime, plus solide, assise, tout ce qu'on a dit là. La base sécure. Okay, je suis solide, ancrée, posée, je gère l'espace d'accompagnement. Et que l'espace d'accompagnement, hein, je précise pour les positions de sauveurs qui m'écoutent, et qui ont tendance à gérer absolument tous les espaces possibles et inimaginables. Non, là, vous êtes garant de l'espace relationnel de l'accompagnement. Et c'est déjà énorme, hein, parce que c'est déjà beaucoup de choses à gérer. Donc si vous voulez apprendre à faire tout ça, ça tombe bien pour vous parce qu'il y a la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. C'est ma fameuse formation à la posture dont vous m'entendez parler depuis des années, pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps. La promo 9 attaque le 27 mars, il reste 8 places au jour où j'enregistre cet épisode de podcast, donc il faut pas traîner. Ça veut dire, on va dans la description, on va sur la page de la formation, on regarde. On lit tout, il y a tout. Normalement, sur la page de la formation, il y a tout, les infos, les objectifs, les témoignages des anciens, le prix, les étalements de paiement, le programme, les autres intervenantes, à savoir les psychologues Chloé Chaperon et Delphine Gado. Normalement, tu as tout. Tu as l'appel découverte, c'est gratuit, ça prend 30 minutes, ça n'engage à rien, et ça permet de poser toutes tes questions, qu'on soit sûr que cette formation, elle est faite pour toi. Comme j'ai dit dans un épisode précédent, j'ai aucun intérêt à faire rentrer des élèves dans mes formations qui vont pas être contents de la formation. Donc on a à y perdre tous les deux ou toutes les deux.
Donc cet appel découverte, il permet tout ça. Comme ça, on est bien raccord. Et puis voilà, on a 5 mois où on va parler de plein de sujets. Je te laisse regarder le programme tranquillement sur la page de la formation. Mais surtout, le plus important, hein, c'est vraiment qu'au bout de ces 5 mois, on ait une réelle transformation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un bon processus d'accompagnement, tu regarderas, qui est bien ficelé dans la formation, parce que je sais par quoi je vais vous faire passer pour que vous puissiez, à la fin de cette formation, comme c'est le cas dans les retours que j'ai, dans les témoignages, vous sentir, comme on l'a dit, hein, plus confiante, plus sereine, plus légitime, parce que vous avez tous ces moments-là, parce que vous montez en compétences théoriques et que la théorie, je suis désolée, c'est pas à la mode de dire ça, dire oui, la pratique, la théorie c'est important en fait, parce que la théorie c'est votre base sécure sur laquelle vous allez pouvoir vous rapatrier. Donc on va pas faire que de la théorie, on va aussi bien sûr faire des mises en pratique. Je donne beaucoup d'exemples de ma pratique. En plus, on a un groupe WhatsApp. On a une communauté WhatsApp même, parce que maintenant, haute technologie, une communauté WhatsApp avec différents groupes pour poser des questions-réponses, pour faire des partages, pour les exercices interséances, pour le club lecture, bref, plein de choses dans cette communauté. Et donc là aussi, je partage beaucoup de mes cas sur WhatsApp, ou évidemment pendant les lives de la formation, de la pratique, etc. Bien sûr, c'est très important. Mais la théorie, bah, c'est la base. En fait, au bout d'un moment, il vous faut des bases, il faut construire cette base sécure, quoi. Hein. Et la théorie, ça permet de pouvoir rapatrier aux connaissances et aussi de partager un langage commun avec vos confrères et consoeurs vers lesquels vous aurez forcément, à un moment ou à un autre, à réorienter. Okay. Et des fois, à travailler, bien sûr, avec eux ou avec elles. Bon, bref. On se racontera tout ça pendant la formation, donc avec grand plaisir de te retrouver pour cette 9e promo. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir suivi ces 5 nouveaux épisodes GDA et on se retrouve bientôt pour une autre fournée GDA, mais de sûr pas avant la promo 10, donc de sûr pas avant octobre 2025. Je te souhaite une belle journée. Un bon week-end si tu m'as écouté le jour de la sortie de cet épisode et on se retrouve mardi prochain hein, pour l'épisode de podcast classique du mardi. Ciao ciao.